En 1687, Newton publia les lois de la gravité et montra qu'elles prédisaient les trajectoires elliptiques des planètes autour du Soleil. Ou presque. Il réussit à démontrer cela dans le cas où la planète était le seul objet à orbiter autour du Soleil. On parle de système à 2 corps. Cependant, quand il chercha à appliquer les mathématiques de la gravité à des systèmes à 3 corps, ou au système solaire tout entier, il tomba alors sur un os. Il fut incapable de déduire la stabilité du système solaire de ses propres équations. Pour Newton, de tels calculs étaient surhumains. Il fallait la présence d'un grand horloger, un dieu, pour remettre régulièrement le système solaire en ordre et préserver l'élégance et la perfection des corps célestes. This most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. This is Isaac Newton invoking intelligent design, at the limits of his knowledge. Et il aura fallu tout un siècle pour qu'un grand génie défie enfin cette intuition de Newton. Et ce génie, c'est Pierre-Simon Laplace. Laplace développa une théorie du calcul perturbatif pour suggérer que le système solaire n'avait nul besoin d'un grand horloger pour préserver son ordre. Les lois de la mécanique et de la gravité suffisaient à expliquer l'ordre des cieux. D'ailleurs, selon la légende, Napoléon Bonaparte aurait dit à Laplace « Newton a parlé de Dieu dans son livre. J'ai parcouru le vôtre et je n'ai pas trouvé son nom une seule fois. » Ce à quoi Laplace aurait alors rétorqué « Citoyen premier consul, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Alors, si cette légende est sans doute fausse, Laplace semblait alors avoir néanmoins fait basculer la philosophie naturelle vers une vision mécanistique du monde. En montrant que les lois de Newton étaient suffisantes à la mécanique du monde, Laplace introduisit un déterminisme radical et contre-intuitif. Dans son essai philosophique sur les probabilités, Pierre-Simon Laplace écrivit ainsi « Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. » Cette intelligence est ce que l'on appelle désormais un démon de Laplace. Selon Laplace, le démon de Laplace saurait prédire tout le futur à partir d'une connaissance du présent de l'univers, car l'état présent de l'univers détermine son futur. En ce sens, l'univers est déterministe. Et alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce que Laplace défend le déterminisme dans un essai philosophique sur les probabilités. Eh bien, pour en savoir plus, je vous invite à lire ce thread Twitter que j'ai écrit à ce sujet. Pour Laplace, les probabilités ne sont pas là pour décrire des phénomènes fondamentalement aléatoires de notre monde. Elles sont là pour décrire l'étendue de notre ignorance. Et ça, c'est un peu le fondement philosophique du bayésianisme. Qu'on devrait d'ailleurs peut-être plutôt renommer le probabilisme laplacien. Quoi qu'il en soit, au début du XXe siècle, le déterminisme laplacien triompha en physique. Qu'il s'agisse des lois de l'électromagnétisme ou de la relativité générale d'Einstein, la physique semblait défendre unanimement une vision purement mécanistique et déterministe de notre univers. Selon cette vision, le présent détermine le futur. Et puis vinrent les bizarreries de la mécanique quantique. En particulier pour expliquer des phénomènes comme les fentes de Young, la radioactivité ou les raies spectrales, il semblait utile d'invoquer les lois des probabilités. Vous avez peut-être ainsi entendu dire qu'en mécanique quantique, un électron est généralement dans une superposition d'états physiques et que lorsqu'on mesure, disons, la position de l'électron, cette superposition s'effondre pour donner lieu à une unique position de l'électron. Mais plus étrange encore, cette position de l'électron semble fondamentalement aléatoire. Elle varie d'une répétition de l'expérience à l'autre et selon la mécanique quantique, la position future de l'électron semble indéterminée par l'état physique présent de l'univers. Ou plutôt, ça, c'est l'interprétation dite de Copenhague de la mécanique quantique, car elle fut promue par le physicien danois Niels Bohr, pour qui il suffisait de faire des théories prédictives et il n'était pas nécessaire de philosopher outre mesure sur le réalisme de nos théories. Étrangement, cette interprétation de Niels Bohr contraste beaucoup avec l'interprétation de Copenhague telle qu'elle est le plus souvent enseignée et vulgarisée aujourd'hui, où des physiciens affirment parfois sans hésitation que la mécanique quantique prouve que le monde n'est pas déterministe.
Il y a des jours, j'aimerais vraiment interdire l'utilisation du mot prouvé par les scientifiques. D'autant qu'il existe des interprétations de la mécanique quantique qui, elles, sont déterministes. Par exemple, la théorie de l'onde pilote de Bohm de Broglie est une théorie physique parfaitement déterministe et qui fait les mêmes prédictions que l'interprétation de Copenhague sur l'ensemble des expériences physiques testées à ce jour. Donc dire que la mécanique quantique prouve que le monde n'est pas déterministe, c'est aller vraiment vite en besogne. En fait, seulement 42% des experts adoptent l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. On est donc très loin d'un consensus scientifique. Et qui plus est, la plupart des autres interprétations de la mécanique quantique semblent même déterministes ou du moins compatibles avec le déterminisme. Bref, l'existence d'un hasard fondamental, c'est un sujet complexe sur lequel les plus grands experts de la planète sont en désaccord. Mais il y a pire. La découverte de la théorie du chaos rend la question de l'existence d'un hasard fondamental encore plus complexe. Dans les années 60, les mathématiciens se sont rendus compte que des systèmes déterministes très simples, comme disons le jeu de la vie de Conway, avaient des comportements extrêmement sophistiqués, des comportements qui semblent aléatoires. Ainsi, un système purement déterministe peut largement sembler aléatoire, y compris aux yeux de la physique. Cette théorie du chaos suggère en particulier que l'intuition limitée du physicien est probablement un bien mauvais guide pour déterminer si le hasard existe vraiment de manière fondamentale. Au mieux, le physicien ne peut que dire que ses modèles les plus utiles invoquent le hasard. Mais selon le proverbe bayésien, tous les modèles sont faux. En fait, si on veut savoir si le hasard existe vraiment de façon fondamentale, il convient certainement de d'abord mieux comprendre l'épistémologie, c'est-à-dire la façon de transformer des données en savoir. Or, comme on l'a vu dans les 2 derniers épisodes, toutes les données semblent en fait équivalentes à une longue suite de 0 et de 1. On avait même estimé que l'ensemble de toutes les données auxquelles une conscience humaine aura eu accès dans sa vie représente probablement autour d'un téraoctet, soit 1000 milliards de 0 et de 1. Ok, imaginons que je vous donne maintenant accès à 1000 milliards de 0 et de 1. Bon, ça fait un peu beaucoup, donc disons 1000 0 et 1 pour commencer. Déterminer si le monde est déterministe, ça reviendrait à se demander si cette suite de 1000 0 et de 1 a été générée par du hasard. Est-ce que vous voyez comment faire cela? Peut-on vraiment inférer de nos données sensorielles l'existence du hasard? Le premier à s'être posé sérieusement cette question semble être le logicien Per Martin-Löf en 1966. Et à en croire Wikipédia, c'est même le seul à être parvenu à donner un sens rigoureux à la notion de hasard fondamental. Bon, en fait, pour aujourd'hui, je ne vais pas expliquer exactement la notion introduite par Martin-Löf, que j'ai d'ailleurs déjà expliqué avec Péva Blanchard dans cette vidéo. Au lieu de cela, je vais insister sur l'aspect philosophique derrière l'approche de Martin-Löf, avec même une perspective un peu plus générale. Donc je m'excuse auprès des puristes et des fans inconditionnels de Martin-Löf. Bref, l'astuce de Martin-Löf fut de remarquer que l'inverse du hasard semble être la régularité. Or, si je prends le mot régularité au sens littéral, il revient à l'existence de règles sous-jacentes. Or, une règle, ou du moins une règle de calcul, c'est finalement un algorithme. Du coup, pour Martin-Löf, le hasard était ce qui ne peut pas s'expliquer par le calcul. Par exemple, la suite 1, 2, 4, 8, 16, 32 et ainsi de suite n'a rien d'aléatoire au sens de Martin-Löf parce qu'il existe un algorithme très simple pour la générer. Cet algorithme est par exemple l'instruction qui dit « prends le dernier nombre et multiplie-le par 2 ». C'est le succès prédictif de cet algorithme très simple qui nous amène à dire que cette suite n'est pas aléatoire. De la même manière, la suite 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 et ainsi de suite, c'est une suite qui, elle non plus, n'a rien d'aléatoire au sens de Martin-Löf. Et je vous laisse réfléchir à comment la générer avec un algorithme très simple. Mais alors, le problème, si on suit les pas de Martin-Löf, c'est que toute suite finie paraît non aléatoire. En effet, une suite finie peut être générée par un algorithme très simple qui se contente de réciter les chiffres de la suite. Par ailleurs, si la suite finie était vraiment aléatoire, alors il faut s'attendre à ce qu'il soit possible que, par chance, elle soit égale à une suite très prévisible comme celle dont on a parlé plus tôt. En fait, le hasard de Martin-Löf n'a de sens que pour les suites infinies. Or, nous autres humains, ne pouvons pas lire les suites binaires infinies à cause de nos limites cognitives. Et d'ailleurs, si l'on en croit la thèse de Church-Turing, les ordinateurs non plus. Dès lors, force est d'admettre que la notion de hasard fondamental ne peut pas être déduite par une épistémologie qui se fonde sur une quantité finie de données.
Et comme j'ai tendance à penser que seules de telles épistémologies sont pertinentes pour nous autres humains, mais aussi pour les machines, j'ai envie de dire que la notion de hasard fondamental n'a simplement pas sa place en épistémologie. Se poser la question de l'existence de hasard fondamental, c'est poser une question au sujet de laquelle on semble garanti de ne jamais pouvoir faire de progrès. Bon, qui plus est, on peut se demander si l'existence d'un hasard fondamental a vraiment une utilité quelconque. Typiquement, on se pose souvent la question du rapport entre l'existence d'un hasard fondamental et le libre arbitre, mais à bien y réfléchir, une décision qui ne serait due qu'à un hasard fondamental, ça ne serait sans doute pas vraiment du libre arbitre. Typiquement, si mes décisions étaient dues à un hasard fondamental, elles devraient forcément suivre les lois du hasard comme la loi des grands nombres, ce qui en fait me contraindrait énormément dans mon libre arbitre. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est rassurant ou non, mais nous autres humains sommes en fait très mauvais pour générer un pur hasard. En fait, Martin Löf démontra même que même si on dispose d'une suite infinie de données, il est impossible de décider avec une machine de Turing si la suite contient un hasard fondamental. Le hasard fondamental est incalculable. Bref, le hasard fondamental semble être une notion vaine. Mais alors, la théorie des probabilités sert-elle vraiment à quelque chose ? Clairement, si l'objectif des probabilités est de décrire un hasard fondamental, j'ai envie de dire qu'il s'agit en effet d'une théorie vaine. Cependant, au lieu de disserter sur un concept à la fois incalculable et peu utile, on peut plus raisonnablement suivre les pas de Laplace. Et noter que la théorie des probabilités est remarquablement efficace pour décrire notre ignorance et notre connaissance. Dans ce cadre, ce qui importe n'est plus le hasard fondamental, ce qui importe, c'est l'incertitude due aux limites de nos connaissances. Et ça, c'est un hasard qu'il est bel et bien possible de dompter et urgent de maîtriser. Et pour cela, il est indispensable de s'immerger dans le monde fantastique régi par les lois des probabilités. La dernière fois, on avait estimé la taille d'une vie humaine à quelques téraoctets et Dr Zeta fait remarquer que dans ce téraoctet, il y a plusieurs sources d'informations différentes. Certaines viennent de la vue, d'autres de l'odorat ou autres encore. Et il se demande s'il ne faut pas aussi en prendre en compte l'origine de ces sources et est-ce que les métadonnées qui vont étiqueter du coup l'origine des sources ne représentent pas finalement beaucoup d'informations. Mais la réponse est en fait non. Si vous regardez par exemple sur votre ordinateur les différents fichiers musique, vidéo ou autres, en fait dire si un fichier est un fichier musique ou autre, c'est juste une extension .mp3. Bon, en fait il y a un peu plus que ça avec des entêtes de fichiers, mais toujours est-il que l'origine en fait ou la nature de la source d'information est généralement facile à décrire en quelques bits d'information seulement, et surtout cette quantité d'information est beaucoup plus faible que le contenu lui-même de l'information, qu'il soit visuel ou autre. Ainsi, lorsqu'on inclut en plus les métadonnées, en fait la quantité totale d'information d'une vie humaine ne change pas beaucoup, elle reste de l'ordre du téraoctet. Nicolas Mabir lui demande si le côté inné n'a pas été négligé par la vidéo précédente, en particulier est-ce que finalement l'information à travers l'ADN ne compte pas lui aussi, et en fait oui, ça compte énormément, mais on peut également estimer la quantité d'informations qui vient par exemple de l'ADN. L'ADN c'est, pour un corps humain, c'est 3 milliards de lettres, ce qui correspond donc à quelque chose de l'ordre du gigaoctet. Or, un gigaoctet c'est un millième de toute l'expérience de vie d'un humain qu'on a calculé la dernière fois, et donc non, ça ne change pas du tout l'ordre de grandeur de l'ensemble des données qui correspondent à une vie humaine. Je rebondis sur cette réflexion puisque du coup elle est très intéressante pour faire la différence entre l'acquis et l'inné. D'une certaine manière, selon nos estimations, il y a un rapport 1000 entre les deux, ce qui suggère que l'acquis est d'une certaine manière beaucoup plus important que l'inné. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout à fait le cas puisque si on a un algorithme stupide et qu'on lui donne beaucoup de données, en fait ça ne suffira pas à faire de cet algorithme stupide un algorithme puissant. Donc ce n'est pas juste une question de quantité, c'est aussi une question de qualité quelque part. Mais à cela, j'ai aussi envie de rajouter que ce qui est vrai de l'inné est également vrai de l'acquis. La qualité des données informationnelles est tout aussi importante que la qualité des données qui décrivent l'algorithme qui est suivi par notre cortex cérébral. Colliger fait la remarque que les algorithmes sont beaucoup moins bons aujourd'hui que les bébés pour comprendre les données auxquelles ils ont accès. Et à ce sujet, je vous recommande vivement les excellents cours de Stanislas Dehaene au Collège de France. C'est vraiment absolument fascinant. Notamment, c'est très bayésien en plus. Alors ce qui est important de voir, c'est que la comparaison que fait Stanislas Dehaene dans son livre, que je n'ai pas lu, donc je suis en train de spéculer sur le contenu du livre, mais je devine que la distinction que fait Stanislas Dehaene est entre un bébé d'aujourd'hui et un algorithme d'aujourd'hui. Bon, a priori, les bébés du passé et de demain vont pas beaucoup changer, mais par contre, les algorithmes, eux, ont énormément évolué
au cours au cours de la dernière année. Donc c'est dire que quand on compare bébé à algorithme, il faut faire attention à quel algorithme on utilise comme point de comparaison. Et en particulier, il y a pas mal de raisons de penser. Je renvoie notamment vers les travaux de Josh Tenenbaum, qui est d'ailleurs beaucoup cité par Stanislas Dehaene. Lorsqu'on a des algorithmes qui font ce qu'on appelle du bayésianisme hiérarchique, on finira par en parler dans cette série, en fait, on a des algorithmes qui sont très capables d'apprendre dans énormément de contextes différents des modèles très généraux pour ensuite mieux comprendre les données. Et donc, il se pourrait que des algorithmes suffisamment bayésiens et en fait les mêmes capacités que les bébés. Et d'ailleurs, si on en croit la thèse de Church-Turing, on peut imaginer très raisonnablement que cela finira par être le cas, puisqu'il n'y a aucune raison que le cortex cérébral humain soit la manière optimale d'analyser des données. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez senti l'importance des vidéos précédentes et de raisonner en termes d'information et de flux d'informations. Finalement, si on veut répondre à des questions comme l'existence du hasard fondamental, c'est certainement l'approche la plus fiable pour y arriver. La chose très importante qu'on a vue dans cette vidéo ici, c'est qu'il semble y avoir un lien assez fondamental entre algorithme et probabilité. Et c'est un lien qui va être vraiment fondamental pour avancer vers ce que j'ai appelé le pur bayésianisme dans mon livre. Et avant d'en arriver au pur bayésianisme, en fait, il va être utile de mieux comprendre l'informatique théorique, les fondements de l'algorithmique. Et la prochaine fois, on va parler justement d'un des aspects les plus intrigants de l'algorithmique, puisque je vais vous parler d'un nombre mystérieux qui contient tous les secrets des mathématiques, mais qu'on ne peut pas calculer. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Bref, vous voyez que le hasard le plus total peut parfois faire naître des formes parfaitement déterminées. Que ce soit la trajectoire en ligne droite dans ce premier exemple ou que ce soit le cercle dans ce deuxième exemple, pourvu qu'on le regarde de suffisamment loin, le hasard fait émerger des formes inéluctables. And this is where Martin Löf breakthrough occurs. He says that we should consider not the set of all tests, but the set of effective tests or computable tests.